Voilà, Michael est prêt, c'est à toi. Merci Thibaut. D'ailleurs, je lance le chrono, 20 minutes précises. On va tâcher de tenir. Chers amis, bonjour. Je suis ravi de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Thibaut m'en donne l'occasion sur un sujet qui m'est cher, c'est l'organisation du travail. J'ai 51 ans, je suis entrepreneur par vocation. Je me définis avec fierté comme un petit patron. C'est ma vocation dans la vie, certains en ont d'autres. La mienne, c'était d'essayer de contribuer à rendre à la France ce qu'elle m'a donné, car j'ai grandi dans une banlieue qui est aujourd'hui assez mauvaise presse. Il s'agit de Saint-Denis-sur-Seine. J'étais pas trop mauvais en maths, ça m'a permis de faire mon chemin et de créer une entreprise il y a 20 ans et ensuite d'en reprendre d'autres, d'en diriger. Voilà, c'est ma vocation dans la vie. En 2010, je suis arrivé au constat que ma contribution en tant qu'entrepreneur, en créant et maintenant des emplois, n'était plus suffisante pour rendre à la France ce qu'elle m'avait donné. Et donc, je me suis dit, il faut engager, et pour ça, le syndicalisme patronal me semblait la voie naturelle tracée. À l'époque, je dirigeais une entreprise de bâtiment, j'ai donc adhéré à la Fédération française du bâtiment, où très rapidement, j'ai exercé des mandats dans mon département, puis à la région et au national. Parallèlement, je me suis engagé à la CGPME, où je suis devenu administrateur dans mon département. J'ai rencontré des gens merveilleux qui bossent 70 heures par semaine, qui, à la différence du CAC 40, et vive le CAC, je ne fais pas partie des entrepreneurs qui pensent que c'est une malédiction d'avoir des grandes entreprises leaders mondiaux en France, au contraire. Néanmoins, à l'inverse du CAC, les gens que j'ai rencontrés dans le syndicalisme patronal sont des gens qui risquent leur patrimoine personnel dans leur boîte. Okay ? Ça veut dire que s'ils se ramassent, ça veut dire que souvent c'est la maison, même si on a des lois qui sont censées nous protéger contre ça, ils risquent leur patrimoine personnel. Je peux vous en parler. J'ai moi-même eu à assumer les conséquences des difficultés de mes entreprises. Donc après ces quelques années, je suis arrivé à un autre constat qui était que le syndicalisme patronal faisait de l'optimisation sous contrainte. D'accord ? C'est-à-dire que on a une contrainte législative. Et nous, syndicalistes patronaux, on essaye d'optimiser la préservation de nos marges de manœuvre économiques à l'intérieur de ces contraintes. Mais à un moment, on bute sur le législateur. Et je me souviens d'avoir eu des conversations avec le président de la Fédé du bâtiment qui me disait « Michael, arrête de nous gonfler avec ta directive détachement. C'est l'Europe, on peut rien faire. » Et là, je me suis dit « non, moi je ne peux pas accepter ça. Cette réponse ne me satisfait pas. » Et donc, je me suis dit, il faut sortir du bois et s'engager en politique. Et naturellement, la maison qui m'a semblé s'imposer, la mienne, c'était le Front National. J'y ai adhéré en 2013 et aujourd'hui, j'y ai trouvé une famille de gens de conviction qui étaient mus par le même souhait que moi de sauver l'économie française et donc sauver la France qui est assez mal en point. On sera assez d'accord là-dessus. Alors, ça, c'était ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, oui, je vais prendre un micro comme ça. Pavel, je peux avoir un micro à la main, s'il te plaît ? Ouais, mais ça m'agace de me pencher en avant, j'aime pas ça. Merci Pavel. Donc l'organisation du travail de demain, loi El Khomri, directive européenne. Alors, je vais vous proposer la question. Merci beaucoup. La question suivante. De quoi la directive européenne détachement, la loi El Khomri et autres joyeusetés sont-ils le nom ? Eh bien, je vais vous proposer une réponse. Vous avez le droit de réfléchir quelques minutes, néanmoins. Eh bien, je vous propose la réponse suivante. Selon moi, il s'agit du détricotage organisé de notre contrat social national. Sauf que on ne nous demande pas notre avis, on le fait à notre insu. Je vais développer. Lequel contrat social national, et ça prolonge parfaitement ce que Daniel tu expliquais, est absolument incompatible avec l'euro. Je m'explique. Prenons une entreprise, une PME industrielle à Argenteuil, par exemple, puisque j'en connais, qui fabrique des électrovannes. Elle vend son électrovan 100 €. D'accord ? Il se trouve que nous avons en France un contrat social qui impose de redistribuer sous forme de transferts sociaux un tiers de notre PIB, 600 milliards d'euros. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Ce que je dis, c'est que quand le monde entier est en dépression, nous, on a un amortisseur qui permet de soutenir la consommation des ménages, qui est le moteur qui reste à l'économie française. Mais à part ça, je ne dis pas que notre modèle social est enviable ou pas. En tout cas, il existe. Et il coûte 32% du PIB en transferts sociaux. OK, jusque-là ? Les Allemands, nos voisins et amis, ils ont un autre contrat social. D'accord ? Nos voisins et amis et premiers partenaires commerciaux au passage. D'accord ? Donc on est vraiment en échange commerciaux permanent avec eux et en déficit d'ailleurs. Leur contrat social, il coûte 22% du PIB. OK ?
22%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 points d'écart. 10 points d'écart, c'est énorme. Ça se chiffre en centaines de milliards d'euros. D'accord? Alors, quand notre industriel argenteuil vend son électrovan à 100 € et que son petit copain de la Roure vend la même électrovan à 100 €, on se rend compte, lorsqu'on regarde statistiquement les marges des entreprises, que les entreprises françaises font en moyenne 30% de marge brute. C'est très très peu. On nous a dit c'est super, c'est la fête, on est passé de 29,5 à 30. Yes, youpi. C'est vraiment très très peu. Quiconque a deux notions de comptabilité vous dira 30% de marge brute, c'est vraiment pas beaucoup. Les Allemands, les Anglais aussi, eux font 40% de marge brute. Vous voyez le différentiel, 10 points. Et quand on regarde le différentiel de coût de notre contrat social, c'est 10 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en concurrence, mon industriel argenteuil qui est en concurrence avec son confrère allemand, et qui vendent la même pièce, 100 € chacun, l'allemand, il a 10 points de marge en plus. Il va en faire quoi? Il peut investir, donc créer des emplois supplémentaires. Il peut en faire quoi? Il peut choisir de baisser un peu son prix pour prendre le marché. Alors que nous, on ne peut pas, on a de l'eau jusque-là, on ne peut pas baisser le prix. Il peut prendre des marchés, y compris des marchés publics français. D'accord? Ce qui est quand même démentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce dont il faut être conscient, c'est que notre contrat social et l'euro, c'est pas compatible. Ça veut dire que si on choisit de s'arrimer à l'euro, qui est quand même la monnaie allemande, hein, excusez-moi, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix, comme le disait Daniel, que de baisser nos salaires de 10%. Baisser nos salaires de 10%. Parce qu'en effet, comme tu le disais Dominique, les charges sociales, c'est quoi? C'est du salaire différé. Raisonnons, quand je dis salaire, je parle salaire complet, d'accord? C'est-à-dire, ce que le salarié a net dans sa poche, 1000 €, disons, les 200 € qu'il va payer de charges sociales, lui, et les 1000 € ou les 1200 € que va payer l'entreprise. Donc le salaire complet, quand quelqu'un a 1000 € dans sa poche, un salarié, ça coûte 2000 à l'entreprise, ok? Eh bien ce salaire-là, si on veut rester arrimé à la monnaie allemande, il faut le baisser de 10 points. Comme vous le disiez, tu le disais toi, qui en France est prêt à baisser son salaire de 10 points, même à voir le salaire de son voisin, voire de son pire ennemi, baisser de 10 points? Personne n'est d'accord là-dessus. D'ailleurs, on l'a vu, la loi El Khomri, la France entière est dans la rue. On ne veut pas de ça. Les Français sont attachés à leur contrat social. Et personnellement, je ne leur en veux pas. Il a été conquis de haute lutte. Des générations de Français se sont battus pour obtenir cet équilibre qui permet encore une fois que une économie, ça a 4 moteurs. D'accord? Ça a le moteur de la consommation des ménages, le moteur de l'investissement des entreprises, le moteur de l'investissement public et le moteur de l'exportation. Nous, en France, l'exportation, on est en déficit, on n'a pas su aligner 2 trimestres consécutifs dans le vert depuis 10 ans. Donc ça, au revoir. Ok? Investissement public, l'État, les collectivités n'ont plus un rond, donc ça, au revoir aussi. L'investissement des entreprises, on n'a pas encore atteint, on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant 2008. Donc ça, au revoir. Il nous reste un truc, la consommation des ménages. Ça veut dire que si, par fétichisme de la monnaie allemande, l'euro, on choisit de baisser nos salaires de 10%, l'économie française, on tire l'échelle, c'est fini. Il n'y a plus rien qui la tire. Okay? Donc moi, ce que je veux porter à travers Croissance Bleu Marine, le collectif que j'ai créé, qui rassemble les acteurs de l'économie réelle, qui partagent la conviction que le redressement de notre économie passera par le fait de recouvrer notre souveraineté, y compris monétaire. Ce pourquoi je milite, c'est que nous prenions conscience en tant que nation, collectivement, que l'euro et notre contrat social, c'est pas compatible en l'état, il faut le savoir. C'est l'un ou l'autre. Ok? Alors, je vais vous citer une chose que j'ai entendue de mes oreilles, hein, qui m'a vraiment choqué. Un haut fonctionnaire de la République française, que je ne citerai évidemment pas, vous imaginez pourquoi, qui s'adresse à 80 dirigeants de PME, comme vous, d'accord? Et là, il nous dit, verbatim, hein, « Mesdames et messieurs, vous devez abandonner le combat d'arrière-garde que constitue la tentative de sauver vos entreprises, car le mode de production économique fondé sur l'emploi salarié est obsolète. » Vous imaginez le truc? Je l'ai entendu, hein, véridique. Non, ça je ne dirais pas. Et il continue, vous savez que c'est un homme, c'est un monsieur. Et d'ici quelques années, vous serez tous auto-entrepreneurs. Génial. Alors, moi, qui ai le goût de taquiner, hein, je lui dis, certes, mais qui va payer la retraite de nos anciens, leurs lunettes, leurs soins dentaires? Qui va payer ça? Les auto-entrepreneurs? Les chauffeurs Uber? Pardon. Et alors,
On m'a répondu, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe en haut lieu. La belle affaire. Non mais grave, et je vous dis, c'est véridique, hein, je l'ai entendu. Eh bien, personnellement, je m'inquiète. Je pense que vous vous inquiéterez aussi. Donc ça, c'est un sujet. On nous prépare, sans nous le dire, une France dans laquelle on sera tous auto-entrepreneurs. Mais on ne nous dit pas comment nous allons continuer à organiser la solidarité nationale, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre ceux que le ciel a comblés et ceux qui ont eu plus de difficultés. Voilà, ça on ne nous le dit pas. Ça sera la précarité pour tous. Mais enfin, alors autre cas. Daniel, tu parlais du bâtiment. J'y ai exercé, comme je vous l'ai dit, pendant quelques années. Aujourd'hui, 40% des ouvriers sur un chantier du bâtiment sont des travailleurs détachés. Ça fait 240 000 personnes. Donc vous allez sur le chantier du Pentagone à la française à Ballard. Je vous mets au défi de trouver 2 bonshommes qui parlent français. D'accord ? Vous allez sur le chantier à la porte de Clichy du nouveau ministère de la Justice. Vous n'allez pas entendre beaucoup parler français. 40% des ouvriers sur un chantier du bâtiment. Sachant qu'on dit quand le bâtiment va, tout va, c'est 6% du PIB le bâtiment en France. D'accord ? Ok ? Donc ça, c'est encore quoi ? Alors, le scandale là-dedans. Parce qu'on nous dit, ok, les travailleurs détachés, ils sont astreints au même code du travail que nous. Donc, même durée du travail, ok, même réglementation, même salaire. La belle affaire. On se moque de nous dans les grandes largeurs parce que les charges sociales, et ça, c'est tout à fait permis, c'est tout à fait légal par la directive européenne détachement. Les charges sociales, où sont-elles payées ? À Bucarest ou à Bratislava. Inutile de vous dire que le taux n'est pas tout à fait le même que les 50 points d'URSSAF qu'on paye à Montreuil. Et moi, je dis, en tant qu'entrepreneur, petit patron, vive l'URSSAF. C'est du salaire différé, ça finance la solidarité nationale, c'est ce qui fait que peut-être un jour nous redeviendrons une France apaisée. Vive l'URSSAF. Mais il faut qu'on soit sur un pied d'égalité. Or là, comment ça se traduit ça ? Ça veut dire que vous avez une boîte de bâtiment, vous faites un appel d'offres pour la construction, vous répondez à un appel d'offres pour la construction d'un lycée, d'accord, ok. On va dire que le lycée, ça coûte 100 à construire. Vous voulez vraiment avoir le marché parce que vous en avez besoin, vous avez vos gars dans la cour, il faut vraiment les mettre au boulot. Donc là, vous dites, je fais un effort, je réponds à 90, d'accord. Le marché, il est attribué à combien ? 50. Par qui ? Par une collectivité locale française. Et vous doutez bien, les gens qui travaillent dans cette collectivité locale, ils ne sont pas idiots, ils savent compter. Ça veut dire que quand ils attribuent à 50, ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas un ouvrier, un compagnon français sur le chantier. Ils le savent. Et ils le font. Et vous savez quoi ? Je ne peux même pas leur en vouloir parce qu'ils n'ont pas de rond. Ils n'ont pas de rond, tout le monde le sait. C'est une espèce de grand jeu de dupes. On est en train de saigner à blanc l'économie française. Là, je vous parle d'un secteur du bâtiment qui m'est cher, mais ça vaut pour l'industrie pareil, qui est un sujet qui est cher au cœur de Thibault. D'accord ? Donc c'est l'euthanasie programmée de l'économie française telle qu'on la connaît, notamment dans sa dimension de PME, qui est responsable de 100% de création des emplois dans ce pays, puisque les grands groupes créent et détruisent des emplois. Leur solde de création d'emplois est nul ou négatif en France. Donc quasiment 100% des créations en France, c'est les PME. Et aujourd'hui, on est en train de les saigner à blanc, sans le dire aux Français. Et elles meurent en silence. 62 000 dépôts de bilan en France en 2015. D'accord ? Ramenez ça à la minute au nombre de jours ouvrables, vous allez voir, c'est effrayant. Autre sujet un petit peu à la mode, toujours dans le même registre, la loi El Khomri. Bon, je passe sur le côté, la loi El Khomri propose de considérer l'astreinte comme du repos. Non mais attendez, vous ne croiserez pas un patron de TPE qui vous dira « c'est super, l'astreinte c'est du repos ». Jamais de la vie. Le forfait jour dans les TPE, on s'en fout, c'est pas le sujet. Nous, dans les TPE, qu'est-ce qu'on veut ? On veut des carnets de commandes. On veut ne plus être confronté à une concurrence déloyale qui nous condamne à mort. C'est ça qu'on veut. On veut des salariés. Quand on a 10 personnes avec soi, la pire angoisse qu'on ait, c'est qu'ils soient malheureux, parce qu'ils vont partir. Et dans ce cas-là, on est mal. Moi, je vais vous raconter une anecdote, c'est pas pour vous tirer des larmes. J'ai 2 enfants assez jeunes, une fille de 12 ans et un fils de 9. Et quand je rentre tard le soir, un soir, mon fils, je rentre un peu plus tard, il était en train de s'endormir à moitié à 9h30, il me dit « Papa, t'as quelqu'un qui est parti en vacances ou qui est malade dans ton effectif, toi ?» Je dis « Pourquoi tu me dis ça, Léo ?» Il me dit « Parce que tu rentres plus tard. » Il me dit « Tu pourrais pas faire quelque chose pour déléguer un petit peu le travail ?» Et donc là, je me suis dit « Merde, alors il y a quand même un problème. » C'est-à-dire que nous, quand on est dirigeant d'une équipe de 10 personnes, la chose qu'on a à l'esprit du matin au soir, c'est comment vont mes collaborateurs ? Est-ce qu'ils vont bien ?
Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils s'épanouissent? Parce que si c'est le cas, alors moi je vais pouvoir peut-être rentrer à la maison une demi-heure plus tard avant que mon fils s'endorme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette espèce de manière complètement has-been d'opposer les ouvriers et les patrons, et notamment les petites entreprises, ça n'a plus de sens. Et la loi El Khomri est complètement déconnectée de la réalité du terrain des petits patrons parce que, encore une fois, nous on ne veut pas partager la pénurie, on veut redresser la France, redresser son économie, et on veut plus de cette pénurie organisée, on veut pouvoir gagner des marchés. Car la concurrence déloyale, c'est quoi? C'est pas de carnet de commandes, ça veut dire pas d'embauche, mais ça veut dire quoi aussi? Et là, vous allez voir, c'est particulièrement pervers. C'est pas de relance possible. Pas de relance possible. Je m'explique à travers un exemple. Aujourd'hui, les politiques qui se succèdent aux commandes de ce pays depuis 40 ans ont donné les clés de la Maison France à Bruxelles. Donc on a une marge de manœuvre qui doit être de 10 à 20% de la législation. Parmi celles-là, ils ont encore un petit truc, ce sont les niches fiscales. D'accord ? Je vous cite un exemple, le CITE. CITE, Crédit d'impôt transition énergétique. Pourquoi je vous cite un exemple? Parce que je trouve qu'il a une vertu assez pédagogique. Alors c'est quoi? Ça veut dire que vous, moi, on se dit, tiens, on va remplacer les fenêtres de notre maison pour faire des économies d'énergie, puis elles sont un peu vieillissantes, on a un peu froid l'hiver. OK? Eh bien, le CITE vous permet de déduire 30% de vos impôts. 30%. Vous mettez 10 000 euros, vous investissez 10 000 euros sur le chantier, 3 000 euros en déduction de vos impôts. Je ne parle pas de l'assiette fiscale, hein. Ça veut dire que si vous payez 3 500 euros d'impôts, il ne vous reste plus que 500 à payer. C'est quand même énorme. Ça coûte à l'État français un paquet de sous. On est d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, OK, on va faire ça. Chérie, on va aller voir notre petit artisan en face. On va lui demander de nous faire un devis. Il vient, il regarde, il dit, OK, ça va vous coûter 10 000 euros. Aïe, 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 chérie, on n'avait pas prévu ça. Et puis, il y a le gamin qui rentre à l'école de commerce l'an prochain. Il nous manque un peu de rond pour les vacances. On va quand même consulter un concurrent. Là, vous allez voir un autre. Il vous dit, OK, bon, ouais. Sinon, j'ai une possibilité, une proposition que je peux vous faire. On a des fenêtres qui sont fabriquées par une usine en Pologne, super bonne qualité. Et là, ça va vous coûter 5 000 euros. Vous êtes patriote, d'accord? Nous tous, ici, on est patriotes. On vous dit, OK, vous avez le choix. Vous achetez du fabriqué en France, ça vous coûte 10 000. Vous achetez du fabriqué ailleurs, ça vous coûte 9. Vous achetez français. Vous achetez du fabriqué en France, ça vous coûte 10 000. Vous achetez du fabriqué ailleurs, ça vous coûte 5. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben voilà, il n'y a pas photo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette histoire de concurrence déloyale, ça anéantit la capacité, le peu de pouvoir qui reste à l'État français de pratiquer une forme de patriotisme économique. Et là où c'est le comble, vous allez voir, OK, vous allez pour 5 000 euros, vous dites, d'accord, mais je vais faire bosser mon petit artisan du coin. Et bien là, il vous dit quoi? Il vous dit, je vais prendre un ouvrier bulgare qui vient, qui va travailler le week-end, un travailleur détaché, qui va me coûter 42 moins. Ça veut dire qu'on a tout faux sur toute la ligne. Ça veut dire que cette histoire de concurrence déloyale est en train de nous saigner à blanc comme des gorées. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est organisé par nous. Enfin, par nous. Il y a 5 ans, les Français se sont exprimés contre le traité de Lisbonne. J'en connais un qui s'est assis dessus joyeusement. Voilà où ça nous conduit. Je trouve que c'est absolument inacceptable. Alors, l'autre sujet que m'avait demandé de traiter Thibault, c'est l'ubérisation. Alors, l'ubérisation, c'est un sujet qui est très vaste. Je vais le traiter uniquement et rapidement sous l'angle de l'emploi. Alors, ubérisation, des vagues d'emplois disparaissent du fait du numérique sans être pour autant substitués par des emplois équivalents. Je m'explique. La France, sur le plan des nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est dans le milieu du tableau en termes de classement. Eh bien, ce secteur-là représente 3% de l'emploi salarié. 3% de l'emploi salarié. C'est pas beaucoup, hein. Comparons-nous aux États-Unis, qui sont les meilleurs du monde en matière de nouvelles techno. Ça, on ne peut pas leur contester. À votre avis, quel pourcentage de l'emploi salarié travaille dans les nouvelles techno aux États-Unis? Une idée? Combien? 15, 20, 4%. 4%. Ça veut dire qu'entre nous, milieu de tableau, et les meilleurs du monde, les Américains, il y a 1% de différentiel. Ça veut dire quoi? Le potentiel de création d'emplois du numérique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est infiniment plus faible que l'industrie, par exemple, ou que le bâtiment, ou que les services. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la concurrence déloyale et l'euro, l'abandon de souveraineté, on va dire, qui
organise notre désindustrialisation. En nous faisant miroiter que la perte d'emploi sera compensée par les nouveaux emplois de haute tech, voilà, je suis pris à mon propre piège. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le nombre d'emplois qu'on perd dans l'industrie, il n'est pas recréé. Et il se transforme en quoi? En Mac Jobs. D'accord? En Mac Jobs. Autrement dit, si on continue sur la voie, on se promet une France de Mac Jobs, une France dans laquelle les grands groupes seront la proie des capitalistes chinois, comme c'est le cas déjà d'un certain nombre de groupes, et une France paupérisée. 45 000 créations nettes d'emplois en France en 2015, 450 000 en Allemagne. Cherchez l'erreur. Sachant qu'en France, tous les ans, nous avons 150 000 nouveaux entrants sur le marché du travail du simple fait de la démographie. Ça veut dire qu'on est condamné à 10, 15 millions de chômeurs. D'accord? Ça veut dire que la France est terminée à ce rythme-là. Donc, ce que je dis, c'est, pour paraphraser un épisode célèbre de la mission Apollo, c'est pas Houston, c'est Bruxelles, on a un problème. On a un vrai problème. Et selon moi, et ça reboucle avec le sujet du syndicalisme et de son renouveau, je suis syndicaliste patronat, je le reste, je suis toujours adhérent de la CGPME. Simplement, je crois que nous ne pouvons plus faire l'économie d'un combat politique pour pouvoir enfin pratiquer le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent, recouvrer notre souveraineté monétaire, sans quoi, les amis, il faut être prêt à renoncer à notre contrat social. Personnellement, je n'y suis pas prêt. Je vous remercie de votre attention.